Installez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes donc avec, à ma droite, Valérie Batigne, présidente de Sapiendo. Merci d'être avec nous. François Logo est également avec nous. Bonjour, merci d'être là, professeur d'économie, chercheur associé à l'école d'économie de Paris. Nous sommes également à ma gauche avec Georges Valentin Montero, directeur général adjoint de Groupama Ganvi en charge de la retraite individuelle. Et Brigitte Pisa, merci d'être là, présidente de l'Agirc Arco. Eh bien, on va, même chose, rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, puisque l'on a une quarantaine de minutes devant nous. Peut-être, on va démarrer avec vous, Valérie, sur un bref rappel du contexte historique. Et peut-être nous expliquer finalement pourquoi le choix a été fait ce matin de parler de cette génération des quinquas et pourquoi finalement vous la baptisez, parce que vous êtes un peu pour quelque chose, hein, pourquoi vous la baptisez de génération sacrifiée, cette génération. Expliquez-nous finalement pourquoi on dit que c'est une génération qui est bousculée d'une certaine manière. Alors, génération sacrifiée, je ne sais pas, on verra les conclusions dans 40 minutes. Mais en tout cas, il me semble qu'elle a été vraiment bousculée, cette génération, désenchantée. Et c'est l'occasion de faire un petit flashback. Parce que cette génération des quinquas, quand elle était adolescente, c'était les années 80. Et dans les années 80, alors les plus jeunes d'entre nous, j'ai vérifié hier, ne le savent pas, mais l'âge de départ était à 65 ans. Mais début des années 80, après les chocs pétroliers, début du chômage de masse, hein, notamment des jeunes. Et il y a une nouvelle théorie qui a éclos à l'époque, c'était que le senior, en fait, quand il travaillait, prenait la place d'un jeune. Ça, bon, il faut s'en souvenir. Hein. Et donc, ces promesses de campagne de 1981 de François Mitterrand, eh bien, pour résoudre les problèmes, on va rabaisser l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans. Comme ça va résoudre le problème du chômage des jeunes. Et donc, ça donnait lieu à la réforme Mauroy. Donc, les quinquas, ils étaient adolescents, ils ont vécu avec cette idée en tête. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, et ça n'a résolu aucun problème, et ça a même aggravé le problème du déficit de financement de la protection sociale. Et donc, ça a suivi toute une série de réformes, alors on peut appeler ça le grand désenchantement, mais je rappelle aussi qu'avant la réforme, la retraite était calculée au régime de base sur les 10 meilleures années, et on ne travaillait que 37 ans et demi. Donc il y a une première réforme Balladur 93. On a donc diminué défavorisé, on va dire, le calcul de la retraite de base en prenant la moyenne des 25 meilleures années au lieu des 10 premières années. On a amorcé le long chemin de l'augmentation de la durée de cotisation en passant de 37 ans et demi à 40 ans. 2003, pareil. Puis il y a eu la réforme Sarkozy, où on a augmenté l'âge légal de 60 à 62 ans. Puis la réforme Touraine, où on a augmenté la durée de cotisation qui était passée à 40 ans à 43 ans, jusqu'à la dernière réforme 2023, où on a encore augmenté l'âge de la retraite à 64 ans et accéléré la réforme Touraine. Donc voilà, les quinquas, ils ont vécu tout ça. Je dirais, au moins les jeunes, dès qu'ils sont nés, ils ont eu aucun espoir sur cet avenir, ils ont entendu parler que de déficit, alors que les quinquas, non, c'est pour ça que je dis qu'ils ont été bousculés et voire désenchantés. Et bousculés, c'est encore plus vrai en 2023, parce que eux, ils ont été un petit peu, je dirais, c'est de la génération brutalisée, parce qu'elle a été très rapide. Et donc, si on prend un quinquas qui avait donc né en 65, donc 59 ans, lui, on lui a dit, toi, tu travailleras 3 trimestres de plus pour avoir ton taux plein et 5 trimestres de plus pour arriver à l'âge légal. François Logo, est-ce que vous êtes d'accord effectivement avec cela? Est-ce que nos quinquas de 2024 finalement ne sont plus les mêmes que ceux qui sont rentrés dans le monde du travail effectivement il y a une trentaine, une quarantaine d'années? Alors effectivement, ce ne sont plus du tout les mêmes personnes, parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand on dresse le paysage comme ça, c'est l'évolution de l'espérance de vie. De 81 exact. À 93, on a gagné 2,5 années d'espérance de vie. De 93 à aujourd'hui, on a encore gagné 2,5 années d'espérance de vie. Donc ça fait à peu près, voilà, ça fait 5 ans. Et je crois que l'âge effectif de départ en retraite n'a pas évolué dans la même dynamique. Donc au contraire, il a baissé, ce qui fait que de 81 à aujourd'hui, on a gagné 9,5 années de retraite. Donc évidemment,
il ne faut pas être polytechnicien pour faire le calcul. Si on cotise tous 40 ans, mettons, avec un taux de cotisation à 25%, ce à quoi on aura droit, c'est un ratio de remplacement de 50% sur 20 ans. Évidemment, comme c'est plus 20 ans, ça devient 25, et que le 25% de taux de cotisation est faible, on s'aperçoit bien que honorer 75% de ratio de remplacement à l'avenir par le système par répartition est complètement impossible. Alors, on pouvait l'espérer quand on était plus jeune, effectivement, parce que moi, je suis exactement né en 65, donc j'avais cet espoir, voir la France croître, voter pour Mitterrand, ça c'était sympa. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de croissance, donc le rendement du système par répartition n'existe plus. Donc, quand on cotise 25%, pendant 2 fois plus que la longueur de sa retraite, forcément, ça ne nous donnera plus qu'un droit de retraite de 50%. Or, je ne pense pas que les Français soient très pour un ratio de remplacement à 50%. Donc évidemment, quand on dresse comme ça l'image générale de la France aujourd'hui, il faut vraiment penser à son vieillissement. Et le vieillissement, c'est la chance de vivre plus longtemps. Et ça, il faut le financer. Il n'y a pas de secret. Et effectivement, on en reparlera notamment avec vous dans un instant, mais ce que vous dites en filigrane, c'est qu'il y a aussi un sujet de productivité d'une certaine manière, et on va aborder notamment cette capacité à devoir travailler davantage, peut-être pour effectivement adapter notre système par répartition. On continue notre petit tour de table peut-être sur on va dire l'introduction de Valérie et sur cette génération bousculée, sacrifiée, désenchantée, appelons-la comme on veut. Brigitte Pisa, est-ce que vous vous sentez également d'avis, de partager cet avis que ces quinquas, nos quinquas sont une génération qui, effectivement, du point de vue de la retraite, sont plutôt sacrifiés ou désenchantés? Bonjour à toutes et à tous. En fait, oui et non. Oui, parce que vous l'avez raison, Valérie. Écoutez, on a été mis devant le fait accompli de travailler à une petite distance d'un départ en retraite plus longtemps. Donc ça, effectivement, moi je suis née en 1966, donc voilà, je fais partie de ça. Mais sacrifier, non. Non, parce qu'en termes de niveau de retraite, alors oui, il y a des retraités pauvres, je ne dis pas le contraire. En termes de niveau de retraite, la France a quand même un niveau de retraite qui est le plus élevé des pays de l'OCDE. Donc globalement, le système par répartition qui a été mis en place il y a plus de 70 ans a porté ses fruits. Il a répondu à la demande. Et donc en ça, nous, en travaillant, je dirais ma génération, en travaillant 2 ans de plus, va nous permettre d'encaisser, de faire remplir un peu plus les caisses des régimes de retraite et donc d'avoir une meilleure retraite dans un régime par répartition. Je ne parle pas du régime général, je parle par exemple de l'Agirc-Arrco qui est un régime par points. Plus vous cotisez, plus vous avez de points, plus vous avez de points, plus vous avez de retraite. Donc c'est quand même assez vertueux et finalement ça marche bien. Alors ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi qu'on n'a peut-être pas anticipé sur le long terme le besoin de faire une réforme des retraites, que notre génération, c'est celle un peu qui prend le mur, back to reality, c'est ce qu'on se disait lors de la réparation. Donc il y a des choses à faire. Moi, je le vois plus comme quelque chose de positif, sans avoir une opinion politique que je pourrais partager avec vous, ce qui n'est pas mon cas, et ce que je n'ai pas du tout envie de faire. La réforme qui était portée en début de quinquennat 2017 était une réforme ambitieuse qu'il faudrait regarder à nouveau. Il faut se dire que, oui, la population vieillit. Il faut se dire qu'on va financer. Mais la retraite, c'est pas seulement du financement. La retraite, c'est aussi une perception. En fait, la retraite, on y part une fois dans sa vie. Voilà. Le travail, on peut changer plusieurs fois de société, etc. Donc, la perception, et ce que vous avez donné, le sondage en Doxa montre bien qu'on a une perception de la retraite, on a une perception de ce qui va s'y passer. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un niveau de maturité qui devrait nous permettre de réfléchir à ce qu'il faut faire. Alors, on oppose retraite par répartition, retraite par capitalisation. Ça, j'ai envie de vous dire, c'était avant. Aujourd'hui, dans des grandes sociétés, moi je suis salarié d'une très grande entreprise, j'ai une retraite par répartition solidaire qui touche tous les salariés du secteur privé avec l'Agirc-Arrco et de façon plus large une retraite de base, mais j'ai également une retraite supplémentaire. Et oui, ça c'est peut-être quelque chose, vous avez raison, Madame la députée, il faut penser à avoir quelque chose de collectif, mais ça ne va pas se faire comme ça sur le court terme, c'est quelque chose qu'on va regarder sur les 20 ans à venir, et c'est ce qu'on sait faire, en tout cas nous à l'Agirc-Arrco, regarder la gestion des retraites sur une longue période, en tout cas au moins un minimum à 15 ans.
Georges Valentin-Montero, même question, le regard effectivement sur cette génération et qu'est-ce que vous percevez, vous, de votre fenêtre chez Groupama, justement, de ces retraités. Valérie nous parlait effectivement d'une génération qui a été brutalisée parce que quand elle est entrée dans le monde du travail, elle n'avait pas tout à fait la même vision des choses qu'en 2024. Est-ce qu'effectivement, cette brutalité, finalement, vous le percevez au quotidien parmi vos assurés? Alors, je rejoins ce que dit Valérie. Depuis 5 ans, on ne les épargne pas. Tous les jours, on parle de réforme des retraites. C'est un peu notre Brexit en France. Hein. On est dans les dîners en ville. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? C'est pour ça qu'on a Michel Barnier, Mathilde. Voilà, mais on est vraiment... enfin, ça, c'est devenu un sujet extrêmement clivant, hein, la retraite, pour les Français. Et je pense que pour reprendre un peu ce qu'ont dit les différents participants, il ne faut pas oublier que cette génération-là, c'est la génération post-baby-boom. C'est la première génération post-baby-boom. Donc on a une accélération violente du vieillissement de la population. Hein. J'ai repris quelques chiffres. Hein. En 2005, on était un Français sur 5 qui avait plus de 60 ans. On va passer, dans les 30 ans à venir, sur un Français sur 3 qui aura plus de 60 ans. Donc est-ce qu'on est préparé à ça? Est-ce qu'on est préparé à ça en termes de régime par répartition, mais est-ce qu'on est prêt au choc du vieillissement? Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'un Français sur 3 vive 20 ans avec seulement les régimes par répartition? Et moi, je rejoins ce que dit Brigitte Pisa, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas opposer régime par répartition et régime supplémentaire. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, dépendre exclusivement des cotisations qu'on paye pour justement financer l'ensemble de ce choc de vieillissement, c'est dangereux, c'est périlleux, surtout dans un contexte où on voit que la croissance des cotisations est faible. Après, si ça change, on verra, on fera tourner les calculs. Mais à ce stade, simplement prévoir qu'on va pouvoir financer l'ensemble de ce vieillissement sur exclusivement les régimes par répartition, je pense que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, on le voit, hein, on l'a vu avec les sondages Odoxa, les Français s'occupent de plus en plus de leur retraite, individuelle, collective, par l'entreprise. Ils commencent à cotiser de plus en plus. Mais je pense qu'il faut qu'on aille un cran plus loin. Il faut qu'on arrive à bien faire toucher du doigt à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des Français, que c'est non. Il va y avoir le grand âge. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut donner de l'argent à ses enfants? Est-ce qu'on veut s'occuper? Est-ce qu'on veut vivre convenablement à la retraite? Tous ces éléments-là encore, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation financière à faire. On va revenir dans un instant sur les leviers d'amélioration possibles parce que vous avez chacun dans vos couloirs respectifs quelques propositions à formuler à l'ensemble de notre audience ce matin. Mais finalement, Valérie, là, ce que touche aussi Georges Valentin-Montero, c'est le sujet effectivement de la brutalité de la réforme, mais aussi le sujet peut-être de l'accompagnement, de la pédagogie, de l'information. Et ça, c'est un sujet qui est effectivement important et qui va devenir de plus en plus important. Oui, tout à fait. Pareil, si on réfléchit à ce qu'ont vécu les quinquas, on peut dire que c'est une génération qui n'a pas été autant informée, en tout cas, que les plus jeunes, ça c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il est évident pour tout le monde, on a tous un relevé de carrière et on peut tous faire des simulations pour sa retraite. Mais en fait, c'est assez récent. On a la mémoire courte. Mais que ce soit, si vous voulez, à titre individuel, connaître ses droits ou à titre macroéconomique, connaître les vrais chiffres du déficit ou pas de la retraite, en fait, c'est assez récent. Le corps a été créé seulement en 2000. Le GIP Union Retraite en 2007. On peut avoir le fait d'avoir un relevé où il y a tous ces régimes, en fait, c'est très nouveau, hein, c'est un petit peu avant 2010. Et le fait de pouvoir simuler ses droits à la retraite de façon précise, c'est 2017. C'est très très récent. Nous, on a créé Sapiendo en 2015. En 2015, il était impossible d'avoir une simulation de ses droits à retraite dans le multirégime. Impossible. Aujourd'hui, voilà. C'est possible. Mais ça, c'est assez récent. Et donc, les quinquas n'ont pas pu s'apercevoir par eux-mêmes de la baisse de ce qu'ils auraient à la retraite et de la baisse du taux de remplacement que vous expliquez. C'était pas possible, sauf à passer 3 week-ends à faire des tableurs Excel sur son ordinateur. Et donc, ils ont été un petit peu défavorisés au niveau de l'information. Encore une fois, aujourd'hui, les jeunes, ils sont informés. Voilà. Et ça n'a pas toujours été le cas des quinquas. Et comme on l'a vu dans le baromètre, le fait de faire des simulations, mais pour 35% d'entre eux, ça induit un comportement d'épargne. Donc, et même psychologiquement, on va le voir, parce qu'il y a plein de leviers. Il y a 2 leviers. Il y a le levier l'épargne, et l'autre levier, c'est le travail. Continuer à travailler à la retraite. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc voilà. Et eux,
comme l'information est venue très récemment, ils n'ont pas bénéficié de tout cet environnement pour bien se préparer. Voilà. Alors effectivement, on va activer justement ces leviers et on va effectivement peut-être avoir une première conversation sur quelques minutes sur le levier numéro 1 qui est, vous l'avez dit effectivement Valérie, celui plutôt du travail et de la carrière en l'occurrence. François Longo, vous le disiez effectivement tout à l'heure en filigrane, quand on fait ces opérations mathématiques, on se rend compte effectivement qu'il y a un sujet de productivité qui a été un peu perdu au fil des années. Est-ce que vous pouvez peut-être, puisqu'on fait œuvre de pédagogie ce matin, d'abord nous réexpliquer peut-être rapidement finalement le lien, ce sujet entre la productivité et l'âge de départ et finalement ce que vous vous dites à travers vos recherches, c'est que d'une certaine manière on doit travailler davantage aussi. Oui, alors le lien avec la productivité il est relativement simple, c'est qu'en fait on paye des cotisations pour une retraite qui est versée aux gens contemporains retraités. Évidemment, ces retraités-là, ils ont cotisé quand ils avaient un salaire en activité qui est beaucoup moins élevé que le salaire qui sert de cotisation et de support, donc de financement à leur retraite instantanée. Évidemment, plus la croissance est élevée, plus l'écart entre le salaire lié à la cotisation et la retraite est grand, et donc du coup, on peut verser une pension de réversion beaucoup plus importante. Effectivement, quand il n'y a plus de productivité, par contre, bien, ce que cotisent les gens, c'est exactement l'image de ce qu'ils toucheront. Donc il n'y a pas de dividende lié à la croissance. Donc quand je cotise 25% pendant 40 ans et que je suis en retraite pendant 20 ans, mon ratio de remplacement sera 50%. Il n'y a pas de secret. Donc si on revendique 75%, il faut trouver les 25% qui manquent. Donc ça c'est une évidence. Maintenant évidemment, pour lutter aussi contre cet appauvrissement en fait, de la nation via le fait qu'il y ait moins de productivité, il faut habituer aussi les gens à se dire qu'il faut travailler plus. Parce qu'évidemment, la France souffre aussi d'un déficit énorme de niveau d'emploi. Et ce qui a été réussi au tournant des années 90 grâce aux premières contre-réformes luttant contre la réforme initiale de 81, c'est qu'évidemment, le taux d'emploi a énormément augmenté. Il ne faut pas oublier qu'en France, avant Mitterrand, les gens qui avaient entre 60 et 64 ans travaillaient. Il y avait un taux d'emploi de 30 à 35% de la population. Les gens travaillaient. Avec Mitterrand, en 90, de 80 à 90, ce taux d'emploi a été divisé par plus que 2. Et évidemment, avec les réformes, il a recommencé à augmenter. Donc grâce aux réformes des retraites, comme le travail à 50 ans devient un événement non pas rare, mais quasiment certain, parce qu'on est sûr qu'il faut travailler plus longtemps pour financer sa retraite, eh bien les gens travaillent plus longtemps. Et aujourd'hui, le taux d'emploi des quinquas a doublé par rapport aux années 90. Donc moi, je suis un quinquas, je suis extrêmement heureux d'être dans cette génération de gens qui voient quasiment la moitié de leurs amis travailler, alors que mon père ne voyait que 25% de ses amis travailler. Donc effectivement, la société de Mitterrand nous a bercé dans l'illusion qu'il était possible d'avoir de l'argent sans travailler. Ça, effectivement, il faut arrêter ce leurre. Évidemment, ça fait élire beaucoup d'hommes politiques, parce qu'évidemment, c'est plus sympathique de dire aux gens, votez pour moi, vous ne travaillerez pas, vous aurez de l'argent. Mais évidemment, les gens sont prudents, et ça se voit dans leur taux d'épargne. Ils votent pour certaines personnes, mais en même temps, ils épargnent parce qu'ils savent bien que l'histoire n'est pas crédible. On va apporter un verre d'eau à monsieur le sénateur, si ça ne vous ennuie pas, si en régie on m'entend. Parce qu'on n'avait pas prévu, effectivement, je pensais qu'on allait plus parler de Michel Barnier que François Mitterrand, vous voyez, ce matin. Mais comme quoi. Mitterrand, c'est la contre-réforme permanente de la France. Il faut le rattraper. C'est un choc. Mais en revanche, ce qui est intéressant, ce que vous dites à travers ça, c'est que, et la question que moi je vous pose, c'est qu'en 2024, qu'est-ce qu'on fait effectivement sur ce sujet de la productivité, sujet de la gestion de la carrière? Est-ce qu'il faut apprendre peut-être davantage à se reformer, à changer de carrière régulièrement? Ça rejoint ce débat sur le travail qu'on a assez régulièrement dans d'autres instances. Oui, effectivement, la productivité en France, c'est un très très grave problème qui vient en grande partie du fait qu'on sous-investit en recherche et développement dans notre pays. Donc ça, effectivement, c'est récurrent. C'est depuis 30 à 40 années que le budget de recherche et développement est très très faible dans notre pays. Donc évidemment, on est un pays qui de moins en moins a d'industrie lourde, a de moins en moins de gains de productivité sur des biens à vendre concurrentiels, et un pays qui est de plus en plus administré. Donc évidemment, l'administration ne fait pas gagner de productivité. Donc il faut bien être conscient que quand on dérive à plus de 20% de l'emploi dans l'administration, avec une forte dépense publique dans le PIB, c'est évident qu'on ne peut pas gagner en productivité. La productivité, ça se crée dans les entreprises en créant de nouveaux biens et en créant de nouveaux besoins pour aller de l'avant. Ce n'est pas l'administration qui crée des nouveaux besoins pour aller de l'avant, ça c'est sûr. Valérie Batigny, est-ce qu'effectivement,
apprendre à anticiper sa carrière, à se reformer, à changer plus régulièrement, ça fait aussi partie de l'approche globale que vous avez, des conseils aussi que vous êtes capable peut-être de donner à ces quinquas ou à ces futurs retraités qui, effectivement, ont un peu changé de paradigme en quelques années. Oui, tout à fait. De toute façon, l'âge légal recule et le nombre de trimestres nécessaires augmente. Donc, de toute façon, il va falloir travailler et on travaille plus. Et le taux d'emploi, effectivement, des seniors, en fait, il augmente. Quand on dit que le taux d'emploi des seniors est bas en France, c'est parce qu'en fait, les seniors, ils sont à la retraite. Mais quand ils ne sont pas à la retraite, ils travaillent conformément à la moyenne européenne. Donc ça, c'est une vérité qu'il faut rappeler. Et donc, il y a plein de dispositifs actuellement disponibles dans les entreprises pour favoriser, en fait, ce travail, enfin, ces années en plus à mener à travailler. Il y a des dispositifs de retraite progressive, de cumul emploi-retraite, des temps partiels seniors, des CET qu'on peut aménager. Donc, tout se structure dans les entreprises pour accompagner les seniors à travailler plus longtemps. Et donc, il y a deux grands avantages à travailler plus longtemps. C'est que quand on travaille, comme le rappelle Brigitte Pisa, eh bien, on cotise, donc on augmente sa retraite. Et quand on est, voilà, quand il y a des solutions mixtes de je travaille en partie, je suis à la retraite en partie, il y a plein de dispositifs, ben, ça permet aussi de gérer de petit à petit vers une nouvelle vie, une nouvelle vie vers la retraite. Donc il faut s'habituer à ce qu'on se soit plus totalement soit en activité, soit à la retraite. Il va y avoir une période de transition et qui est gérée par plein de nouveaux dispositifs. Voilà. Brigitte Pisa, avant de passer sur le levier de l'épargne notamment et de la préparation qui va avec le sujet de l'information, peut-être un petit mot, Brigitte Pisa, également sur ce sujet du levier de la carrière, du levier du travail. Est-ce que ça, c'est... Alors, finalement, bon, l'Agirc Arrco s'adresse effectivement plutôt au cadre, mais est-ce qu'effectivement, on peut... pas que... Bah, vous allez pouvoir nous l'expliquer. Ça, c'est très bien, j'ai bien fait de le dire. Est-ce qu'effectivement, malgré tout, on peut appliquer ce modèle d'évolution de la carrière, d'être plus ou moins en activité sur les dernières années, à l'ensemble aujourd'hui des actifs, à l'ensemble des salariés? Alors, La parenthèse sur l'Agirc Arrco. Pardon, Julien, je suis vous en prie. quand même de rappeler ce qu'est le régime Agirc Arrco. Le régime Agirc Arrco, c'est un régime unifié qui est né de la fusion de l'Agirc, qui était le régime des cadres, et de l'Arco, qui était le régime des non-cadres et des cadres. J'avais oublié l'Arco. Donc, l'ensemble des salariés du privé cotisent à ce régime de retraite complémentaire obligatoire qui représente à peu près un peu plus de 92 milliards de cotisations pour 89 milliards, 90 milliards de prestations, donc de pensions versées. Ça représente pour les salariés du privé entre 20 et 60% d'une retraite. Donc c'est quand même un régime très important. C'est le deuxième régime de retraite obligatoire en France après l'assurance retraite, connue aussi sous le nom de la CNAV. Donc voilà, je vais juste reparler d'un sujet très rapidement dont vous avez parlé Valérie, c'est le GIP Union Retraite et l'information. Le GIP Union Retraite, c'est une petite auberge espagnole autour d'une table où vous avez les 42 régimes de retraite français. Et ce régime, ce GIP, a eu la faculté, on va dire, a réussi à créer un droit à l'information retraite qui aujourd'hui couvre non seulement les régimes de retraite obligatoires, mais également les régimes de retraite supplémentaires. Je vous invite à aller, alors je devrais dire sur le site de l'Agirc Arrco, mais vous pouvez aussi le faire sur le site de l'assurance retraite, où vous avez de façon totalement gratuite. Alors, j'aime pas le mot gratuit parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais en tout cas, ça a été financé par tous les régimes de retraite français. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir de façon instantanée votre relevé de carrière, votre projection. Quand est-ce que vous pourrez partir en fonction de vos données et avec combien vous pourrez partir en fonction de ce que vous gagnez aujourd'hui et de ce que vous avez déjà accumulé. C'est assez fantastique et c'est assez méconnu. Et ce droit à l'information, vous parliez de retraite, on dit c'est complexe, la retraite c'est compliqué. Non, 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 c'est pas compliqué la retraite, messieurs, dames. La retraite c'est complexe. Mais c'est complexe parce qu'elle a été imaginée pour l'après-travail de chacun. Or, l'après-travail de chacun, c'est pas aujourd'hui comme c'était il y a 20 ans. Ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des mécanismes d'emploi, de retraite progressive, de cumul emploi-retraite, et des choses qui, par contre, ne sont pas connues. Et quand on s'y intéresse, eh ben, en fait, l'information est disponible et elle est compréhensible. Il suffit juste de s'y intéresser, mais pour les bonnes raisons. Voilà, c'était ce que je voulais dire.
Et vous avez bien fait de le repréciser, merci. Alors justement, vous êtes, et on vous en remercie d'avoir fait la petite transition en allant sur ce levier justement de l'épargne, de la préparation et donc effectivement de l'information. Et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, Georges, dans le baromètre, finalement, on prépare plus, mais peut-être pas encore assez finalement. Et ça, j'allais dire que pour vous, en tant qu'assureur, c'est un peu votre défi. C'est bien sûr d'informer, mais c'est de sensibiliser au départ. Oui, tout à fait, Julien. En fait, on le voit, 70% des Français, quand ils approchent de la retraite, vont télécharger un relevé individuel de situation. La retraite, c'est individuel, c'est un projet de vie individuel, c'est voilà, comment on vit les choses, c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé chez Groupama, c'est de en faire un vrai projet de vie. Et ce point-là, plus on le prépare, plus on le planifie, mieux c'est. Alors, voilà, avant 30 ans, avant 40 ans, c'est génial. Entre 30 et 40, c'est bien. Après 50 ans, c'est indispensable de bien préparer sa retraite. Ça, c'est vraiment le point clé. Donc nous, ça fait depuis 6-7 ans qu'on en fait vraiment un cheval de bataille. C'est donner de l'information, accompagner les Français justement pour bien préparer et mieux préparer leur retraite. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que là, les gens ont bien compris à peu près leur taux de remplacement. On le voit au niveau du sondage. Ils voient à peu près comment ça va se passer. Comment ça va se planifier, ça, comment ça va se projeter, ça, on n'en sait rien. On aimerait avoir un peu plus de transparence et un peu moins de bouscule. Voilà, on voit bien que quand ils sont dos au mur ou quand ils sont pieds à la retraite, ça peut créer vraiment des frustrations. Donc plus on donne de la planification aux gens, mieux c'est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est très important, il faut vivre sa retraite pendant 20 à 25 ans. Ça veut dire quoi ? Les statistiques actuelles disent que vous vivez bien pendant 10 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire entre 10 et 20 ans ? Est-ce que demain, si on a une espérance de vie qui croît, est-ce qu'on est prêt financièrement à pouvoir supporter tout ça? Donc voilà, c'est ce cran-là où il faut aller un peu plus loin, c'est vraiment planifier tout ça, bien comprendre qu'est-ce que va prendre le régime par répartition, l'ARCO-AGIRC, et demain, de quoi j'ai besoin pour pouvoir justement bien vivre mon projet retraite. Mais il faut pouvoir accéder aux produits. Oui. Et là, effectivement, c'est un sujet dans le sujet, en l'occurrence. Quel peut être aujourd'hui, puisqu'on est dans cette logique finalement d'adaptation, d'amélioration de notre système actuel, est-ce que par exemple le rôle de l'entreprise, on va y venir, a effectivement un impact intéressant à regarder? Est-ce qu'effectivement l'entreprise doit avoir un rôle croissant? On a commencé un petit peu à l'évoquer tout à l'heure avec nos deux parlementaires lors du débat. Quelle est la place de l'entreprise effectivement dans cet accès à l'information et donc dans cet accès aux produits également? Alors ça, mon collègue Guillaume en parlera tout à l'heure mieux. Bien évidemment. La partie retraite par capitalisation. Mais bien évidemment, je pense que de toute façon, la communication, l'accompagnement des salariés, on voit bien qu'aujourd'hui... Informer les individus aussi dans leur contexte de salariés. Et 80% des Français demandent aujourd'hui de l'information vis-à-vis sur leur retraite. Donc il y a vraiment une nécessité d'accompagnement qui est là. Les gens ont envie d'avoir de l'information, c'est clair. Brigitte Pisa. Écoutez, l'entreprise, j'ai envie de vous dire, c'est dans mon domaine, c'est les partenaires sociaux. Enfin, les régimes de répartition ont été créés, notamment la GERC-ARCO, et sont gérés par les partenaires sociaux, donc les représentants des salariés et des entreprises. Et je vais aller un tout petit peu plus loin, les représentants de ceux qui payent. Et ça, c'est très important. On ne peut pas faire une réforme pour les gens contre eux. Si vous faites une réforme en disant « je sais ce qui est bien pour vous, surtout faites-moi confiance », ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça fonctionne à la GERC-ARCO? Parce que lorsqu'on décide ou lorsqu'on prend des décisions qui sont un petit peu contraignantes, voire franchement désagréables, on le fait en concertation et en tant que représentant des gens qui nous ont mis à cet endroit-là, vers lequel on revient chaque année rendre compte de la mission qu'ils nous ont confiée. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'un régime, on pourrait dire collectif, qui entraînerait l'ensemble des salariés du secteur privé et peut-être plus si affinité, pourrait être une solution sur le long terme pour pouvoir financer un vieillissement de la population qui est totalement inéluctable. Mais c'est peut-être pas non plus, enfin, en disant ça, j'invente pas le Graal, hein, ça existe déjà. Hein, donc voilà, on n'a rien inventé. Maintenant, il faut peut-être qu'on généralise une mise en œuvre, mais pour généraliser et que ce soit accepté par tout le monde, parce que ça aura forcément un coût, il faut que ce soit que le besoin soit exprimé et expliqué. Et aujourd'hui, quand vous parlez capitalisation, eh ben, ça ressemble à un gros mot pour certaines personnes ou pour certains courants. Est-ce que c'est bien? Moi, je dirais que voilà, faut peut-être commencer à passer à autre chose là. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. La capitalisation n'empêchera pas la solidarité. Voilà. Et on y reviendra effectivement en longueur dans quelques minutes au cours de notre troisième et dernière table ronde. Valérie Batigne. Oui,
Oui, juste un petit mot sur le rôle de l'entreprise. Effectivement, pour nous, elle a vraiment un rôle crucial à jouer dans l'information. L'entreprise, c'est celle qui paie. Elle paie la rémunération immédiate à travers le bulletin de salaire, celle qui délivre les salaires, mais elle délivre aussi la rémunération différée. Elle paie énormément de cotisations, que ce soit tout ce qui est retraite par répartition, régime de base, régime complémentaire, mais de plus en plus aussi régime supplémentaire. Et je pense qu'elle doit expliquer les règles du jeu, comment ça marche en répartition, comment ça marche en supplémentaire, de façon aussi à valoriser tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle finance, et qui n'est pas bien compris. Voilà, c'est pas bien compris. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce que c'est différé, c'est lointain. Donc il y a énormément de bénéfices et d'avantages pour les entreprises à expliquer comment se passe la retraite et tout ce qu'elle finance, elle. Voilà. François Langot, un dernier mot avant de passer à la suite, mais sur également le rôle de l'entreprise. Est-ce que, de votre point de vue, finalement, on tient peut-être là l'une des clés d'amélioration de notre système par répartition, ou peut-être même d'ailleurs de pérennisation, effectivement, dans sa capacité à pouvoir mieux anticiper et donc peut-être mieux financer? Ouais, effectivement, de toute façon, il y a urgence, donc il faut donner de l'information, etc. C'est sûr, mais là, on est en déficit, et le déficit est récurrent depuis des années et des années. Donc il y a vraiment urgence à agir, et je pense qu'une chose à laquelle on devrait tous réfléchir collectivement français, c'est à quoi sert la redistribution en France, en fait. Est-ce que c'est légitime d'avoir un système de retraite qui donne des retraites parfaitement indexées sur les salaires, alors même que, bon, effectivement, il donne quand même un petit peu de redistribution, mais peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est que le système public assure des minima, et par contre, tout ce qui est épargne volontaire, donc associé à une volonté d'avoir un meilleur train de vie en termes de retraite, devrait peut-être être pensé comme une capitalisation et un choix individuel. C'est-à-dire que là, en fait, je pense que le système bismarckien français a pris une place en France tellement importante qu'en fait, on a des retraites de 6 000 euros par mois, des retraites de 7 000 euros par mois. C'est pareil au chômage. Est-ce que c'est normal d'avoir un système qui redistribue d'aussi forts paiements ? Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on soit tous collectivement conscients que avoir un bon niveau de vie en retraite ou en inactivité, ça doit forcément venir soit d'un effort d'épargne, d'un choix personnel. Ça ne peut pas être la collectivité qui assure des forts moyens de rémunération hors travail. Donc ça, il y a un moment donné, je pense en France, il faut vraiment réfléchir à ça, parce qu'aujourd'hui, il faut faire des économies. Donc je pense que la meilleure manière de faire des économies, c'est que ceux qui ne travaillent pas aient des revenus un peu moins indexés sur leur ancien salaire. Et ceux qui travaillent, par contre, qui ont eu des mauvais salaires toute leur vie, donc qui ont eu une mauvaise chance, là, le système beveridgien, c'est-à-dire donner une assurance inconditionnelle par rapport à ses revenus passés, là doit être renforcé. On doit vraiment penser à une France beaucoup plus solidaire que celle qu'on a construite petit à petit, basée sur un égoïsme de redistribution, sur des cotisations passées personnelles. Il faut vraiment repenser le système. Et je pense qu'un bon système, souvent on le montre du doigt, mais le système anglo-saxon a d'énormes qualité en termes de redistribution. C'est-à-dire qu'être beveridgien, c'est beaucoup plus de gauche que d'être bismarckien. Donc adapter, améliorer notre système par répartition reviendrait effectivement peut-être à en diminuer sa proportion dans les pensions qu'on touche une fois à la retraite. Et alors, gardez le micro, François Langot, parce qu'il y a un troisième levier que je trouve intéressant que vous évoquez assez régulièrement, qui est celui peut-être assez simple, mais d'une gestion beaucoup plus aussi transparente. Vous l'évoquez assez régulièrement de notre système. Vous dites d'ailleurs que notre système souvent est mal géré. Est-ce que vous pouvez développer un peu votre pensée ? Pour quelles raisons, effectivement, vous pouvez nous dire ça ? Et pourquoi ce sujet, on va dire, d'une gestion plus transparente est peut-être aussi là une des clés d'amélioration du système par répartition, puisque c'est quand même notre question du matin. Notre système est mal géré au sens où, quand on voit comment est géré l'AGIRC et l'ARCO, c'est parfaitement bien géré. C'est-à-dire que les systèmes qui sont responsables... Bravo, Brigitte Pisa. Non, mais on peut dire que quand on regarde... Non, mais moi, je suis pas un génie. Je regarde les choses qui sont en déficit et celles qui ne le sont pas. Il y a des systèmes qui n'ont jamais été en déficit. L'AGIRC et l'ARCO est très, très bien géré. Par rapport à la CNAV, qui est une catastrophe. Évidemment, quand on n'est pas responsable de l'argent qu'on reçoit, on a une tendance un peu à gérer les choses de manière un peu différente. Et je pense que l'AGIRC, l'ARCO a évidemment alors c'est peut-être difficile à comprendre pour les gens qui cotisent, parce que la valeur du point, c'est peut-être pas quelque chose qui est très intuitif à calculer, mais toutefois, ça a la vertu, comme nous disait tout à l'heure le sénateur, qui est que si on passait globalement un système à points en France, je pense que ça rendrait beaucoup plus responsables les gens qui gèrent, et il n'y aurait pas de déficit permanent.
Un point qui est intéressant, c'est qu'on cherche à améliorer ou à pérenniser notre système par répartition et on n'a pas parlé pour l'instant autour de la table d'âge de départ, de durée de cotisation. Est-ce que vous considérez, je commence par François Langot, peut-être que ce sont des paramètres du vieux monde et que finalement c'est terminé de réfléchir de cette manière-là? Non, je pense que la manière la plus légitime de réfléchir, c'est la durée de cotisation. Les paramètres d'âge sont des paramètres qui viennent se greffer sur ce système parce qu'il y a tellement de dérogations de régimes spéciaux qu'effectivement, on est obligé de mettre des critères d'âge pour un peu se prémunir de l'immensité des régimes spéciaux. Donc, non, le véritable point aujourd'hui, c'est de savoir comment on va passer à 45 ans de cotisation. Parce que si on ne passe pas à 45, il n'y aura jamais d'équilibre. Donc à un moment donné, il faut réfléchir collectivement en se disant comment on peut arriver à ce que chacun cotise en moyenne 45 années. Autrement, il n'y aura pas d'équilibre, donc il n'y a pas de secret. Et on va porter un deuxième verre d'eau à monsieur le sénateur. Alors, on doit déjà se quitter, malheureusement, parce que le temps passe à une vitesse folle. Je vais vous demander peut-être, comme sur la première table ronde, de faire un petit exercice de pitch en quelques secondes. On va peut-être d'ailleurs commencer avec vous, Brigitte Pisa. J'allais dire, finalement, dans cette recherche d'amélioration de notre système par répartition, votre bonne idée, votre proposition. On a 2 parlementaires qui sont tout oui, qui ont sorti leur carnet de notes. Finalement, quelle est, vous, l'idée que vous auriez envie de vendre à notre auditoire ce matin? Alors merci pour tous ces compliments sur la GERCALCO. Je vous promets que je transmettrai ça au prochain conseil d'administration. Je crois qu'il n'y a pas de bonne idée universelle. Il faut juste se poser la question et savoir évoluer. Ce que les partenaires sociaux ont fait à la GERCALCO, c'est une évolution constante. C'est aussi, je pense, la solution, c'est de décloisonner un petit peu. Vous parliez de régimes spéciaux, vous parlez de... En fait, à chaque fois, les réformes des retraites, on les voit comme des choses punitives. Il faut les voir comme des choses évolutives. Et il faut surtout demander l'avis aux gens. Expliquer, vous voyez, l'information, elle est sur la fiche de paye de tous les salariés du secteur privé. Ouais. L'information, elle est sur le relevé de banque de tous les retraités du secteur privé sur la GERCALCO. On a plus de 41 millions de followers tous les mois. Donc je me dis quand même, ce sont des choses connues. Et ben, la retraite, ça doit être ça. On n'y vient qu'une fois, mais je pense qu'il faut s'y préparer tout au long de sa vie et se dire qu'on a choisi politiquement en France d'avoir des régimes solidaires en grande partie. Pour moi, les régimes supplémentaires ne sont pas des régimes qui ne sont pas solidaires. Oui. Voilà. C'est peut-être l'idée qu'il faut arriver à faire passer maintenant, et je pense que les nouvelles générations seront plus à même que nous à porter ça. Et voilà, c'est le moment de se mettre autour de la table. En 2017, on a raté la marche. J'ai envie de vous dire, et ça serait bien qu'on remette ça en selle, se remettre en selle pour ça. C'est le moment. François Langot, la bonne idée, la bonne initiative, la réforme ou la proposition à proposer justement à nos parlementaires? Plusieurs, il faut un petit package parce qu'il faut à la fois redresser la croissance de long terme, donc ça nécessite de reculer de 2 ans encore l'âge de départ en retraite, donc augmenter de 2 ans la durée de cotisation. Ça, c'est 22 milliards sur les milliards qu'on est en train de rechercher en ce moment. Ensuite, évidemment, comme le niveau de vie des retraités aujourd'hui est supérieur au niveau de vie des actifs, il y a un nécessaire petit correctif à faire en termes de désindexation, dont désindexer pendant 4 ans, c'est 20 milliards. Donc là, on arrive déjà à 55 milliards d'économies. Comme on en cherche 60, voilà, moi, je n'ai pas plus à proposer. Alors si, il y a des choses un peu de justice sociale entre retraités et actifs qu'il faut aussi repenser, c'est qu'il y a des exonérations d'impôts sur le revenu, de cotisations qui sont données aux retraités qui, je pense, sont indues. En particulier l'exonération de cotisation pour la santé, donc c'est plus d'1 milliard d'euros par an. Il y a le fait qu'ils soient déduits de 10% sur leurs impôts sur le revenu alors qu'ils font plus de déplacements. Ça me semble aussi être un indu, c'est 4 milliards. Tous ces chiffres-là, ça paraît comme ça toujours des petites broutilles, mais il ne faut pas oublier que ce sont des choses qui ont été données à un certain moment qui aujourd'hui ne se justifient plus. Donc comme il y a besoin d'argent, je pense que c'est assez facile de le trouver ici. On vient de trouver 60 milliards, effectivement. Facile. Attention, quand on a chiffré ça, en plus, ces réformes-là permettent d'améliorer la croissance et de réduire les inégalités en France. Georges Valentin-Antero, la proposition, la bonne idée à soumettre à nos législateurs. Alors déjà, ne pas opposer régime par répartition et régime supplémentaire. Je pense que ce débat-là, il faut qu'il s'arrête, puisqu'aujourd'hui, on va avoir besoin des régimes supplémentaires pour justement financer le grand âge. Ça, c'est le premier point. Et
Pas que. Pas que. Et le second point, je pense que c'est le plus possible de la pédagogie, de l'information, de la prévention retraite, accompagner les gens et vraiment expliquer aux gens qu'on est face à un grand défi, à un grand choc de vieillissement de la population et qu'il va falloir tous ensemble travailler sur ce sujet et que la répartition ne suffira pas. Il faudra aller beaucoup plus loin. Et on ouvrira la discussion dans quelques instants. Valérie Batigne, le mot de la fin, cette bonne idée, cette proposition que vous voudriez nous partager ce matin. Alors moi, je crois beaucoup en la transparence et en la pédagogie. Je pense que c'est un sujet trop compliqué, donc on entend vraiment, on peut dire, tout et son contraire sur ce sujet. C'est quand même extraordinaire. Donc moi, je militerai pour un choix collégial de 5 indicateurs. On se fixe 5 indicateurs sur la santé de notre système de retraite. On se met d'accord, on les publie. Et voilà, chaque année, on regarde les indicateurs. Il faudrait 5 indicateurs. Et on prend des simples. décisions sur ces bases. C'est ça. Parce que Gilles Berset, je vois, est arrivé. Les rapports du corps, c'est super, mais ils sont très compliqués, ils sont réservés à des spécialistes. Je pense qu'il faut faire un travail de simplification et trouver des indicateurs simplifiés, mais qui expliquent bien, qui mettent bien en valeur toute la difficulté de notre système par répartition, parce qu'on est face à une vraie difficulté. On a un choc démographique, moi je parle vraiment d'un tsunami démographique, donc il y est, il faut bien faire quelque chose, mais il faut que tout le monde soit d'accord sur ce constat, c'est la base. Merci à vous quatre. Nous étions avec Valérie Batigne, François Langot, Brigitte Pisa et Georges Valenté-Monteron. On les remercie.